Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre journal. Les titres de ce 31 mai. Les fumeurs devraient écraser leurs cigarettes aujourd'hui à l'occasion de la journée mondiale sans tabac. L'interdiction de fumer dans les lieux publics est-elle vraiment respectée? Les rails de l'ancien tramway retrouvés sur le site du chantier du tram. Nous ouvrirons une petite page d'histoire dans ce journal. Et puis enfin en football, le calendrier de la saison 2012-2013 de Ligue 2 tout juste dévoilé hier. Bonsoir. Près d'un fumeur sur 3 a déjà fumé dans les lieux où il était interdit de fumer. Dans notre région, en France, chaque année, 5000 personnes sont victimes du tabagisme passif. Depuis 2006, vous le savez, il est interdit de fumer dans les lieux publics. À l'occasion de la journée mondiale sans tabac, cette restriction est-elle réellement respectée? À Tours, élément de réponse avec Mickaël Briffaut. Fumer à l'extérieur et non plus à l'intérieur des bars et restaurants n'étonne plus personne depuis 4 ans. Pour les accros à la nicotine comme les patrons des établissements, l'habitude a été plutôt facile à prendre et personne ne semble vouloir revenir en arrière. J'ai jamais vu depuis que la loi est passée des gens fumer à l'intérieur d'un établissement public. Les gens sont en général assez comme respectueux, ils sortent pour aller fumer une cigarette. On n'a pas constaté de relâchement, au contraire. Je crois que les gens s'est rentré dans leurs habitudes de fonctionnement quand ils vont au restaurant ou au café. On n'a pas de problème de gens qui ne respecteraient pas ou qui oublieraient. Au contraire, les gens nous demandent est-ce qu'on peut fumer dehors. On n'a eu aucun problème parce que personne n'a dérogé à la règle, personne n'a essayé de resquiller. C'était tout de suite, ça avait été tellement annoncé. Mais pour les associations de non-fumeurs, si la loi a été une première victoire, il faut rester vigilant. Car pour elles, le relâchement du comportement est bien là. La police ne fait absolument rien. Donc, du moment qu'il n'y a pas de répression, qu'il n'y a pas de suivi, les gens, les fumeurs reprennent du poil de la bête. De toute façon, comme c'est une drogue, malheureusement, ils ne peuvent pas s'en passer. Et c'est la loi du plus fort. Sur les 2 dernières années, la police annonce avoir verbalisé 6 établissements sur Tours. Les gérants ont eu à payer 135 € d'amende pour ne pas avoir fait respecter l'interdiction de fumer à l'intérieur. La Fédération des parents d'élèves interpelle les candidats aux élections législatives. Hier soir, ils étaient réunis à Chambray-les-Tours. Ils souhaitent que les candidats prennent position notamment sur la formation des enseignants et l'égalité des chances. On écoute Emmanuel Denis, administrateur à la FCPE d'Indre-et-Loire. La première, c'est concernant la formation des enseignants, puisque avec la suppression des UIFM, ça a été un coup terrible à la formation des enseignants. Donc il faut rétablir cela et amplifier, je dirais, même la formation des enseignants. Le deuxième point, c'est l'égalité des chances qui passe par la sectorisation et un point très important sur la mixité sociale. Il faut absolument développer cette mixité sociale qui est vraiment le seul moyen par lequel on assurera une égalité des chances. Propos recueillis par Lucie Secconi. Enfin, législative, toujours ce soir, ne ratez pas le grand débat à 21 h sur TV Tours Val-de-Loire. Et je vous propose de regarder un extrait. Les candidats de la première circonscription d'Indre-et-Loire ont réagi au sujet du droit de vote des étrangers. Regardez. C'est un moyen de lutter contre le communautarisme. On est tous d'accord que c'est les risques, les dérives qu'il peut y avoir avec le communautarisme. On est pour une intégration. Je ne vois pas comment on peut permettre une intégration si les citoyens, les personnes qui vivent sur un territoire, n'ont que des devoirs et pas de droits. Que c'est une mauvaise réponse à un vrai problème. Lorsque vous travaillez dans votre ville, comme élu local, comme je le fais, les étrangers, les immigrés qui sont chez nous ne nous parlent pas de droit de vote des étrangers. Ils nous parlent de problèmes de logement, d'emploi, d'éducation, d'insécurité. Voilà les problèmes dont tu me parles. Personne, au cours de la campagne, n'a parlé de ce problème. Le sujet est compliqué puisqu'on veut faire voter des immigrés mais qui seront depuis plus de tant d'années en France. Mais ceux-là, ils ont eu la capacité de devenir français déjà. Donc je ne comprends pas très bien quel est le sujet. En revanche, les Français d'origine immigrée qui sont en France, là, il y a des vrais problèmes pour eux et il y a des vrais problèmes pour qu'ils aillent voter déjà. Allez sur les marchés, allez voir les personnes qui ont des problèmes pour payer leur fin de mois. Ils s'en fichent à la limite de voter ou pas voter. Ils veulent des solutions concrètes. Eh bien nous, Rassemblement Bleu Marine, on fait ce qu'on a dit, on va se retourner les manches et on va aider le peuple. Les candidats qui ont aussi répondu à la question du financement de la retraite à 60 ans. Regardez cet extrait. Le vrai sujet qui est au cœur de ça, c'est la question de l'emploi. C'est ça qui fait qu'on n'arrive plus à financer. C'est que d'un côté, comme les cotisations portent sur l'emploi et qu'on a de plus en plus de demandeurs d'emploi, le système se déséquilibre de plus en plus. Donc c'est cet équilibre-là qu'il faut retrouver. Nous devons tous consentir à des efforts, mais des efforts fondés sur la
justice. La justice sociale, la justice fiscale. Oui, nous devons continuer à réformer les retraites pour pérenniser, sauvegarder la retraite de nos pensionnés, de nos retraités. Moi, je crois en un modèle qui est celui de la Suède. Un système de retraite à points qui permettrait justement de choisir finalement, concernant le système de cotisation, de choisir à quel moment on désire partir en retraite et surtout prendre en compte la pénibilité du travail. Je suis sur la concertation pour savoir ce que veulent les organisations syndicales, les associations, parce qu'il y a des points de vue, et à la fois on est sur un débat à l'Assemblée nationale sur l'âge, d'abord revenir sur les lois qui ont été construites par notre prédécesseur Nicolas Sarkozy, et instaurer la retraite à 60 ans pour tous. Le grand débat des législatives ce soir, donc à 21h, et puis rediffusé demain soir à 23h10. Et dans les starting blocks des élections législatives, justement, les pointures des partis viennent soutenir leurs candidats en Indre-et-Loire. Ce soir, Alain Juppé sera à Tours pour l'UMP. Philippe Briand, candidat sur la 5e circonscription. À Avoine, demain, Claude Allègre se déplace pour Hervé Novelli, candidat sur la 4e circonscription. Et puis la semaine prochaine, Michel Sapin, le ministre du Travail, soutiendra Jean-Patrick Gilles, candidat sur la 1re circonscription. Et puis dans le Loir-et-Cher, Roselyne Bachelot ne soutiendra pas son frère Jean-Yves Narquin dans la course aux législatives. Candidat, lui, sur la 3e circonscription, l'ancienne ministre de la Cohésion sociale a décidé de soutenir le candidat Maurice Leroy. On revient à Tours et ce gros dossier du conseil municipal, le logement social. Les élus ont voté mardi soir un emprunt de près de 11 650 000 € pour le compte de Tours Habitat. L'objectif, la création de logements sociaux. On écoute Arlette Bosch, adjointe au maire de Tours. Si vous connaissez la ville de Tours, vous voyez que Tours Habitat et les sociétés HLM de la ville sont dans les beaux quartiers, dans les quartiers centraux. Donc c'est quand même un signe qu'on veut une mixité, 33% de logements sociaux, mais des logements sociaux en centre-ville également. Pas uniquement, mais aussi en centre-ville. Je pense que c'est important pour l'immobilier. Et on en vient à ces images spectaculaires. Regardez, à Chinon, hier, les fortes pluies ont nécessité 25 interventions des pompiers pour des inondations. Une quarantaine de pompiers, donc c'est rendu chez les particuliers entre 16h et 1h du matin. Prendre le train sans billet, c'est possible. Aujourd'hui, la SNCF a lancé sa carte voyageur, une carte de fidélité gratuite qui fait également office de billet. L'entreprise ferroviaire espère fidéliser sa clientèle et lui simplifier la vie. Plus de précisions avec Lucie Secconi. Principale particularité de cette carte de fidélité, des réductions toutes les dizaines de voyages, des cumuls de points, de nombreux cadeaux et avantages, mais surtout, la nouvelle carte voyageur rend le titre de transport obsolète. Et dans la puce, la réservation est enregistrée, il n'y a pas besoin d'imprimer le billet, donc fini les problèmes d'imprimante qui ne marchent pas. On peut tout à fait prendre son billet de train, l'enregistrer dans la carte et ensuite se faire contrôler à bord du train en présentant simplement sa carte de fidélité voyageur. Plus besoin de chercher son billet au fond du sac ou bien même perdre d'interminables minutes à chercher le sens pour composer son titre de transport. Autre avantage et non des moindres, le client peut à présent bénéficier d'un cumul de points grâce au voyage à l'étranger. Le duo ticket de train virtuel et voyage à l'international semblent donc être les éléments phares de ce nouveau gadget. Plus question de retard, d'oubli ou de stress de dernière minute, le mot d'ordre est donc de partir plus léger. Le chantier du tramway nous réserve bien des surprises ces derniers mois. Après les trouvailles archéologiques, les équipes du chantier viennent de tomber sur les rails de l'ancien tramway qui circulait au siècle dernier. L'occasion de revenir sur l'histoire du tram à Tours. Gaël Poulain. À première vue, il ne s'agirait là que d'un tas de vieilles ferrailles. Et pourtant, ce sont quelque part des vestiges de l'histoire tourangelle. Ce sont environ 180 mètres de rails de l'ancien réseau tramway de la ville. Une histoire qui remonte à la fin du 19e siècle, époque à laquelle la première ligne était inaugurée entre le quai Paul-Bert et le carrefour de Verdun. Le tram est alors tracté par des chevaux, puis il ne cessera d'être amélioré pour devenir peu à peu un mode de transport omniprésent dans la vie des Tourangeaux.
À cette époque-là, il y a déjà 2 lignes qui fonctionnent. Une ligne transversale nord-sud et une autre ligne qui va de Saint-Pierre-des-Corps à l'hôpital. Puis il y a quelques ramifications, quelques embranchements supplémentaires qui irriguent la ville dans des ruelles, des petites rues, si bien que le réseau de tramway est vraiment omniprésent dans la ville de Tours à la fin du XIXe siècle. Tours est alors la 7e ville de France à se doter d'un tramway et à l'aube des années 1900, elle deviendra ville pionnière en développant un nouveau système de traction des rames. En 1899, la grosse innovation technique sur le tramway de Tours, c'est effectivement l'arrivée de l'énergie électrique. Donc les voitures seront donc mues par électricité et avec un système dont Tours sera la première ville à adopter le principe, c'est la transmission d'énergie électrique par le sol et non pas par les câbles aériens. À la pointe de la technologie en centre-ville, mais aussi extrêmement étendu en périphérie, le réseau tram de l'époque court jusqu'à Vénier, Luynes ou encore Vouvray à l'aide de locomotives à vapeur. Un mode de transport qui finira cependant par s'incliner devant l'automobile. Au soir du 14 septembre 1949, celui que l'on appelait le péril vert procéda en effet à son dernier trajet. Et on termine avec du football. Le calendrier de la saison 2012-2013 de Ligue 2 a tout juste été dévoilé hier. Le Tour FC affrontera donc Monaco avant la réception du promu niortais. Un mois d'août qui s'annonce déjà compliqué à manœuvrer. Enjeux et perspectives avec Jérôme Alain. Monaco pour débuter le 27 juillet à l'extérieur, puis la réception de Niort le 3 août à la vallée du Cher. Avant un déplacement à Dijon le 10 août, puis la réception du FC Nantes le 17 août. Avant un court déplacement à Châteauroux le 24 août, puis 7 jours plus tard, les anciens pensionnaires de Ligue 1, Auxerrois, pour clôturer le mois d'août à la vallée du Cher. On en saura alors un peu plus sur le potentiel du TFC pour cette saison 2012-2013. Le mois d'août va être vraiment très compliqué et raison de plus, pour moi, raison de plus de bien débuter. Alors tout le monde va se focaliser bien évidemment sur Monaco, mais pour moi, je pense que le match à ne pas manquer, ce sera le match suivant à domicile contre les Chamois niortais. Parmi les 6 premiers adversaires du TFC, Monaco, Dijon, Nantes et Auxerre ont évolué lors de ces dernières saisons en Ligue 1. Le test face à ces 4 équipes pourrait être déterminant pour la suite du championnat. Et la suite justement ne sera pas de tout repos puisque Clermont, Sedan et Caen, d'autres postulants à la montée, seront sur la route du TFC en septembre. Bref, là aussi des matchs difficiles dans un championnat qui sera de toute manière équilibré et peut-être plus relevé que la saison dernière. Les années passent et le championnat est de plus en plus difficile avec de grosses équipes. Alors maintenant, c'est vrai qu'il y a une leçon à retenir de la saison dernière, c'est que les grosses équipes n'étaient pas au rendez-vous. Finalement, c'est tout bête. C'est un peu c'est un peu l'analyse qu'on peut avoir aussi en district ou en régional. C'est-à-dire qu'il y a les équipes sur le papier et puis il y a les équipes sur le terrain. Et sur le terrain, l'équipe de Peter Zeidler a prouvé cette saison qu'elle pouvait hisser son niveau de jeu en s'imposant face aux meilleurs. Reste maintenant à Max Marty, aux dirigeants, à dessiner le nouveau visage du TFC. Le début du marché des transferts s'ouvre le 13 juin prochain. Et c'est ainsi que se termine notre journal. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, on parle encore des élections législatives, mais cette fois-ci des coulisses avec Arnaud Roy, réalisateur d'un documentaire sur la première circonscription. A tout de suite.